Bismillah, wa salatu wa salam alayka ya Rasulallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter aujourd'hui le chapitre numéro 1 pour la formation de 3e année licence télécommunication, module téléphonie. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous le chapitre numéro 1 pour la téléphonie. On va commencer par la téléphonie analogique RTC. Donc, voici l'ordre du cours. Donc, on va commencer par une introduction à la téléphonie. On va voir le principe de la téléphonie analogique. Deuxièmement, quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple. Après, on va voir le réseau téléphonique commuté RTC. Deuxièmement, on va voir les commutateurs, le schéma de principe du réseau téléphonique commuté, la boucle locale, une structure arborescente, la structure en anneau. Troisièmement, on va voir la communication entre le téléphone et le central. Donc, 3.1, c'est les phases d'établissement d'une communication. Deuxièmement, la liaison entre le téléphone et le central téléphonique. Troisièmement, le décrochage du combiné, la tonalité, la numérotation téléphonique, l'activation de la sonnerie, la transmission de la voix. On va avoir une idée aussi sur les prises téléphoniques, le câblage. Donc, on va commencer par l'introduction. Donc, je vous le principe de la téléphonie analogique. Donc, la téléphonie a été initialement prévue pour transmettre la voix humaine entre deux lieux distants l'un de l'autre. Donc, elle utilise comme support des lignes électriques sur lesquelles transite un courant analogue aux signaux sonores. Donc, une liaison téléphonique élémentaire est constituée par, premièrement, nous avons besoin de deux dispositifs. Un, l'émetteur, l'autre, c'est le récepteur. On appelle ça un poste téléphonique. Deuxièmement, une ligne bifilaire qui va acheminer les signaux et aussi la paire torsadée. Troisièmement, une source d'énergie électrique, grand E, sachant que la tension continue nécessaire à l'alimentation des postes téléphoniques est fournie par une source installée centrale téléphonique. C'est la batterie centrale. Donc, voici un schéma d'une liaison téléphonique. Donc, toujours l'entrée de l'énergie acoustique. Elle va passer à travers un transducteur qui va la convertir mécanique tous les signaux électriques. Donc, هذا كل يصرى في البوست téléphonique numéro A, اللي هو l'émetteur. Donc, à la sortie, on va récupérer un signal électrique. Ce signal électrique pour le récepteur, le poste téléphonique B, il fait l'opération inverse. Donc, le transducteur, cette fois-ci, il va transformer le signal électrique en signal mécanique et on va récupérer à la sortie un signal acoustique. Maintenant, on va voir quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple. Donc, nous avons le combiné téléphonique qui assure l'échange conversationnel entre les deux correspondants. Donc, في الكومبيني téléphonique on a le microphone اللي هو عبارة عن convertisseur d'énergie, sachant que les ondes sonores entraînent la vibration d'une membrane sensible qui provoque la création d'un signal électrique variant en même rythme que la voix. Aussi, nous avons l'écouteur qui va restituer sous forme acoustique l'énergie électrique reçue en la transformant en énergie mécanique, imposant un mouvement vibratoire à l'air ambiant. Nous avons aussi l'écouteur est constitué d'un haut-parleur et le combiné, donc c'est le support ergonomique
sur lequel sont montés le microphone et l'écouteur récepteur. Nous avons aussi la bobine d'induction, ou bien on appelle ça un transformateur, et les condensateurs. Quel est le rôle des condensateurs? Il assure l'adaptation d'impédance entre le microphone et la ligne, et bien sûr entre la ligne et l'écouteur. Aussi, c'est l'élimination de l'effet local. On appelle ça le anti-local pour éviter d'entendre sur l'écouteur les sons émis sur le microphone du même combiné. Nous avons aussi la séparation des courants de nature différente, donc les signaux sonores et la polarisation. Nous avons aussi deux diodes. Quel est le rôle des diodes Redoma? Ils sont montés en antiparallèle sur le récepteur. Le rôle تاعهم, c'est absorber les surtensions et réduire le choc acoustique à un niveau supportable par l'oreille. Donc, nous avons aussi un redresseur qui rend l'appareil indépendant de la polarité de la ligne. Donc, voici la figure numéro 2. Ça, on appelle ça, c'est le combiné téléphonique. Donc, l'abonné fait connaître à son centrale de rattachement le numéro d'identification du correspondant désiré en le composant soit sur le cadran d'appel rotatif, donc c'est l'ancien modèle. Est-ce que la plupart d'entre vous شفتوه ولا قلا? Et soit sur le clavier numérique, le téléphone, l'appareil actuel. Donc, ce dispositif, il transmet alors au central un signal codé. Donc, nous avons la figure numéro 3, le cadran rotatif dans cette figure et le clavier numérique comme deuxième exemple de combiné. Donc, la signalisation d'un appel est faite par une sonnerie de mise en marche par un courant alternatif à travers un filtre. Donc, nous avons lors du décrochage du combiné, le centre de rattachement constate la fermeture du crochet. Il va interrompre le signal d'appel et établir la liaison. D'accord? Dans cette figure, donc, sonnerie téléphonique déportée. Donc, ça, c'est ça la sonnerie téléphonique. Et un de la figure, soi-disant, le téléphone sonne. Donc, voilà le téléphone. Il y a des sonneries. Donc, on va un peu d'historique ou l'évolution de la téléphonie, sachant que je vais une petite vidéo l'historique de la téléphonie. Donc, nous avons en 1854 l'inventeur français Charles Bourseul fut le premier à imaginer un système de transmission électrique de la parole. Donc, sachant qu'en 1877, l'Américain Alexander Graham Bell construisait le premier téléphone capable de transmettre la voix humaine tout en respectant sa qualité et son timbre. Donc, nous avons en France un grand plan de développement des télécommunications a été mis en œuvre durant les années 1970. Donc, conduisant un équipement rapide. Nous avons aussi que les recherches menées au Central national d'études des télécommunications SNET permirent ainsi la mise en place du premier central entièrement électronique du monde. Donc, ce réseau permet d'améliorer certains services comme la télécopie ou l'interconnexion d'ordinateurs. Et vous voyez la figure numéro 5, c'est ça, c'est Alexander Graham Bell. Donc, avant de passer les réseaux téléphoniques comités, donc la vidéo qui à peu près l'historique de la téléphonie, et بعد نرجعوا نكملوهم إن شاء الله, d'accord?
Donc, ça, c'est la vidéo pour la naissance du téléphonie RTC. Ah, la belle époque. La belle époque des chercheurs, plusieurs fois immortels, des inventeurs, familles nombreuses, qui, dans les domaines les plus variés, sont pères d'inventions capitales. La belle époque de Monsieur Tout-le-Monde, dépassé par le progrès, découvrant aux expositions les contingents toujours renouvelés de machines fabuleuses. Et cela depuis la découverte de l'électricité. Décidément, cette fée a plus d'un tour au bout de sa baguette magique. Tiens, le téléphone. Invention de M. Graham Bell, 1876. Le professeur Bell a réalisé cette année 1876 des expériences concluantes. À cette date, on connaissait déjà des moyens sûrs de transmission des messages. Il y a presque un siècle que le télégraphe de Chappe a permis à la Convention d'apprendre en moins de 2 heures la victoire de Condé-sur-Escaut. Le télégraphe électrique fonctionne dans toutes les communes de France et un réseau de câbles relie déjà les continents. Ce que l'on cherche dans le monde entier, c'est le moyen de transmettre la parole, d'une façon moderne, à la vitesse de la lumière. Dans le passé, on a surmonté l'obstacle de la distance, ou bien par la puissance du son, et ses relances époumonantes à Roncevaux, c'est l'humoriste Alphonse Allais proposant aux hommes d'appeler les martiens en poussant un grand cri tous ensemble, ou bien en faisant passer les nouvelles de relais en relais, comme les annonceurs gaulois mentionnés par Jules César. Dès le XVIIe siècle, on a réussi à transmettre la voix humaine, pas bien loin, à l'aide de 2 petits tambours reliés par une ficelle. Le physicien Hooke s'est efforcé d'établir la théorie de ce téléphone. En 1782, Un moine français, dont Gautier, expérimente la transmission de la voix par des tubes. C'est un moyen très sûr, encore employé de nos jours dans la marine ou dans les mines. quant au téléphone moderne, il va naître des progrès en électromagnétisme. On sait créer un courant électrique en déplaçant un barreau de fer aimanté à l'intérieur d'une bobine. On sait que le courant électrique peut transformer un barreau de fer en aimant. Dès 1837, 2 physiciens américains, Henry et Page, ont inventé la musique galvanique, produite par une barre de fer soumise à des aimantations successives très rapides. Le physicien suisse de la Rive et le français Froment poursuivront leurs recherches. En 1854, le monde scientifique n'est pas troublé, hélas, par le numéro de l'Illustration du 26 août. Charles Bourseul, ingénieur français, y expose une excellente voie de recherche. Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile assez flexible pour ne perdre aucune des vibrations produites par la voix. Que cette plaque établisse et interrompe successivement la communication avec une pile. Vous pourrez avoir à distance une autre plaque qui exécutera en même temps et exactement les mêmes vibrations. Bourseul n'inventa pas le téléphone, mais il lui consacrera néanmoins sa carrière et assumera la fonction de directeur général des postes et télégraphes. 1860, Hambourg. Ce n'est pas encore le téléphone, bien que le mot soit employé, mais l'appareil de Philippe Reis, qui applique en fait exactement la théorie de Bourseul, permet une bonne transmission des notes de musique.
À la membrane de l'émetteur est fixée une aiguille qui va établir des contacts électriques, donc le passage d'un courant. Quant au récepteur, c'est une simple tige de fer de la taille d'une aiguille à tricoter qui va vibrer sous l'effet du courant. L'aiguille à tricoter de Rice fit la renommée de son inventeur, mais elle ne résout pas le problème de transmission de son modulé comme la voix humaine. Ce problème sera résolu, on le sait, par Graham Bell. En 1871, 5 ans avant Bell, l'Italien Meucci a demandé un brevet provisoire pour son télétrophone. Mais, peut-être faute d'argent, il n'a pas construit son appareil ni renouvelé ses droits. Un autre Italien, Manzetti, aurait, dit-on, fait fonctionner un télégraphe parlant. L'homme qui contestera le plus énergiquement la paternité de Bell sur le téléphone, c'est son compatriote Elisha Gray, qui a réalisé un téléphone très proche de celui de Bell et qu'il a déposé lui aussi au bureau des patentes de Chicago le 14 février 1876, 2 heures après Graham Bell. Originaire d'Écosse, né en 1847, Graham Bell est passionné très tôt par les mécanismes de la parole, qu'ont étudié déjà son père et son grand-père. Ayant émigré aux États-Unis, il devient professeur de physiologie vocale à Boston. À partir de 1871, il mène des recherches sur le télégraphe puis sur le téléphone. Non content de la célébrité mondiale qu'il doit au téléphone, il s'illustrera aussi en médecine, il construira des avions et même un sous-marin. Il ne cessera d'inventer et d'expérimenter jusqu'à sa mort en 1922. Le premier téléphone de Bell, utilisant le principe d'induction magnétique, est constitué de 2 appareils identiques reliés l'un à l'autre. Chaque appareil comporte une membrane métallique vibrant devant un barreau de fer aimanté entouré d'une bobine. Les vibrations de la membrane de l'émetteur créent un courant induit variable qui va faire vibrer la membrane du récepteur. Le système est réversible. Le téléphone à main est construit sur le même modèle. Barreau de fer. Dans la tête du bilboquet, une petite bobine de fil de cuivre reliée à la ligne et, à l'extrémité de ce système, une plaque métallique qui va vibrer suivant les inflexions de la voix au départ et les restituer à l'arrivée. Ce téléphone, lors de sa création, est inutilisable sur les très longues distances car il fonctionne avec des courants trop faibles. Un autre type d'appareil a été essayé avec succès par les 2 concurrents, Elisha Gray et Graham Bell, appareil dit à conjoncteur liquide. Le principe, utiliser les vibrations de la voix pour faire varier la résistance d'un circuit électrique, donc le courant qui le traverse. À la membrane du parleur est fixée une tige conductrice. Le circuit traverse un liquide conducteur. Suivant les mouvements de la membrane, la distance entre les 2 tiges varie et varie aussi la résistance du circuit. Le récepteur est identique à ceux que nous avons vus précédemment, barreau de fer, bobine, membrane. Dans cet appareil, une peau tendue supporte la membrane métallique. Dans celui-ci, la membrane est tout entière en métal. C'est avec un téléphone de ce type
que fut réalisée la première transmission de la parole entre Graham Bell et son assistant Watson. Le principe du conjoncteur liquide sera vite abandonné. Le téléphone de Bell va rapidement être complété par un transmetteur sensible, on dit maintenant un micro, mis au point par un inventeur célèbre, Thomas Edison. Le micro d'Edison est constitué d'une pastille de charbon en poudre, en contact avec une lame de platine servant de membrane. Les faibles variations de pression du graphite entraînent des variations importantes de la résistance du circuit. Edison eut aussi l'idée d'ajouter au téléphone une bobine d'induction, qui permit, grâce à des courants électriques plus puissants, la communication à longue distance. Edison, pionnier de l'électricité, inventeur de l'ampoule, du phonographe, ne désespérait pas de mettre au point son téléphone, ce que nous appelons télévision. Un autre transmetteur fut réalisé par David Hughes, qui le baptisa microphone. Hughes, anglais d'origine, est déjà connu pour ses inventions dans le domaine du télégraphe. Son microphone est d'une simplicité incroyable. C'est la vibration d'une barre de charbon pointue qui provoque des variations d'intensité dans le circuit. La planchette horizontale sert de résonateur. Les chroniqueurs émerveillés relatent que le bruit léger des pattes d'une petite mouche ordinaire est entendu avec une netteté telle qu'on ne saurait s'y tromper, quand bien même la distance est de plusieurs kilomètres. Il faut être connaisseur en matière de mouches. Les micros à crayon, inspirés par celui de Hughes, seront employés pendant plus de 40 ans. En France, c'est Clément Ader, mais oui, le pionnier de l'aviation, qui en réalisa la meilleure version commerciale. Né en 1841, Ader hésita entre la carrière d'artiste et celle d'ingénieur. Il a dessiné personnellement les croquis et schémas de ses inventions. Il est titulaire de plus de 200 brevets sur le téléphone. Le plus important concerne son poste de 1880. Grâce à cet appareil, les visiteurs de l'exposition universelle de 1881 pouvaient écouter les spectacles de l'opéra, en direct bien sûr, et même en stéréophonie, car aux deux écouteurs correspondaient deux micros disposés des deux côtés de la scène de l'opéra. Plus tard, c'est de chez soi que l'on put assister au spectacle, concerts, opéras, théâtre, par l'abonnement au théâtrophone. Celui-ci connut un grand succès jusqu'au développement de la radio qui l'éclipsa vers 1930. Moins de 10 ans après l'invention du téléphone, d'excellents micros fonctionnaient. Et il faut citer, outre ceux d'Edison et de Hughes, les noms de Huning, Berliner et Bourse, avec un rien de chauvinisme. En France, après celui de Clément Ader, qu'on a déjà présenté, mais surtout après que l'État eut pris en charge la totalité des réseaux téléphoniques en 1889, de nombreux appareils virent le jour, plus ingénieux les uns que les autres. L'administration imposa dès 1892 des spécifications techniques. Les constructeurs d'appareils continuèrent de proposer au public un nombre impressionnant de modèles, inspirés souvent plus par une recherche esthétique que par le progrès technique. Cela pour la plus grande joie et le grand tourment des collectionneurs d'aujourd'hui.
Ce n'est qu'en 1924 que la standardisation s'impose avec un modèle unique pour réseau à batterie centrale. Inventé en 1876, le téléphone fut d'abord utilisé pour des liaisons entre deux postes. Mais on comprit très vite l'intérêt de pouvoir joindre n'importe quel correspondant. C'est ainsi que naquit la commutation, technique de liaison entre les différents utilisateurs. Les premiers équipements furent manuels. Tous les abonnés furent reliés à un bureau central de commutation, desservi par une opératrice le jour et la nuit par un opérateur. Puis, peu à peu, ce travail fut réservé aux femmes qui devinrent, pour leurs contemporains, les demoiselles du téléphone. Le génie de quelques-uns, le travail de beaucoup d'autres, ont permis par la suite l'immense développement du téléphone. Plus belle réponse de la science au désir humain de communication. Donc, j'aimerais bien que la vidéo فادتكم. نرجع notre cours. Donc, وصلنا في les réseaux téléphoniques comité RTC. Donc, في les réseaux téléphoniques, عندي les commutateurs. Donc, comme je l'ai vu dans la vidéo, chaque client se voit attribuer un numéro personnel. Les équipements téléphoniques sont conçus pour pouvoir mettre en relation tous les abonnés. Donc, c'est la télécommunication. Soit en empruntant les lignes du réseau public RTC, donc ce sont des communications extérieures, soit au sein d'une même entreprise. Donc, il s'agit ici de communication interne traitée par un autocommutateur privé. Nous avons que l'accès au réseau public se fait alors en composant. Donc, là, c'est l'image qui m'a fait la vidéo. Donc, la figure 6, ce sont les demoiselles du téléphone. D'accord? Donc, c'est un aspect d'un bureau téléphonique parisien. Et ici, on voit la figure numéro 7, le central téléphonique actuel. Donc, dans cette figure, on voit le schéma simplifié du RTC. Donc, on va commencer par les centres de commutation hiérarchisés qui sont reliés par les lignes de transmission. Les centres sont reliés à travers des centres de communication locale ou les téléphones fixes, la partie terminale, sont reliés au centre de commutation locale. Donc, des téléphones fixes. Ils sont reliés au centre de commutation locale. Le centre de commutation locale est relié avec un centre de commutation hiérarchisé. C'est clair? Sachant que les centres sont reliés par des lignes de transmission et on appelle la partie terminale, c'est les téléphones plus les centres de commutation locale. Donc, deuxièmement, nous avons la boucle locale. C'est une structure arborescente. La boucle locale est la partie comprise entre le client et le central local de rattachement du réseau RTC. Donc, on appelle ça un répartiteur, donc central. Le répartiteur est divisé en plusieurs sous-répartiteurs ou relié à plusieurs sous-répartiteurs à ça. Hadouma sont reliés sur les points de concentration et ici on trouve les clients. Par exemple, les gens qui sont dans une cité, où il y a plusieurs bâtiments sont reliés avec un point de concentration. Le point de concentration, il y a une armoire en faible hadid qui parfois les gens les télécommunications pour corriger certains problèmes ou la des lignes pour des abonnés ou des lignes inactives de certains abonnés. D'accord, c'est clair. Donc, normalement, le point de concentration, tu as le fourquem. Ou qui ont plusieurs points de concentration et reliés à sous-répartiteur. Le sous-répartiteur est relié à le répartiteur principal.
Donc, on appelle ça un schéma simplifié à la boucle locale. Donc, là, on a la boucle locale. وعندي لهنا un sous-répartiteur. Donc, هاي l'armoire اللي كنت نحكي عليها وهاو l'agent par exemple في التليكومونيكاسيون كيف ما راح يفيريفي لي ليني ان كان عندك بروبليم يرجع لا بواط هذه pour vérifier est-ce que كاين par exemple coupure de ligne, est-ce que كاين mauvais la fil تنحت ماهيش bien installée ولا à savoir واش كاين. Donc là on distingue trois zones essentielles. Donc j'ai la partie branchement, la partie distribution et la partie transport. Donc le branchement c'est les abonnés donc sont reliés avec un sous-répartiteur. Les sous-répartiteurs sont reliés à le répartiteur, donc c'est la partie distribution. Et là, on appelle ça la partie transport vers le CA. C'est quoi le CA? C'est le point de concentration de la ligne. Donc, la partie branchement, c'est la partie reliant les clients au point de raccordement. Ces liaisons sont réalisées avec des câbles en cuivre. Une ligne est composée d'une paire de fils transmettant la voix et les données sous forme de signaux électriques. Nous avons aussi la partie branchement développe le câblage en façade. Généralement, les logements particuliers et les petits immeubles accueillent une paire de fils de cuivre par ligne posés directement sur leur façade, tandis que la plupart des immeubles disposent d'une gaine technique chargée de recevoir les câbles de chaque résident. Donc, sachant que la connexion n'est pas toujours possible par câble, par exemple, la zone montagneuse, on utilise la transmission radio. Et nous avons des équipements émettre et recevoir les communications par faisceau hertzien. Donc, on appelle ça, c'est la boucle locale radio. D'accord? Donc, on les liaisons par câble, la transmission radio. Donc, c'est un point de concentration. On appelle ça un sous-répartiteur. Et ça, c'est le répartiteur. D'accord? La partie distribution, c'est la partie des câbles de moyenne capacité qui relie les points de raccordement à un sous-répartiteur. Donc, nous avons la partie transport, c'est la partie transport, c'est la partie qui connecte chaque sous-répartiteur à un répartiteur via un câble de forte capacité. Nous avons aussi que chaque paire de cuivre correspond à un client et relié au répartiteur, donc jusqu'à une dizaine de quelques kilomètres. Le répartiteur reçoit l'ensemble des lignes d'usagers et les répartit sur les équipements d'usagers du central téléphonique grâce à une jarretière, le terme consacré du fait que la paire de fils est étendue entre deux points, l'un associé à l'adresse géographique, l'autre associé à un équipement téléphonique. Donc, je vais laisser la communication entre le téléphone et le central et la suite du cours pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. La vidéo, déjà, on a dépassé une demi-heure. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allahu alladhi la tawdi'u wadai'uhu. Salam.